Vous savez, on parle souvent des grands youtubeurs, ceux qui ont réussi, des individus qui gagnent leur vie avec leur passion, des gens qui partagent avec beaucoup de monde, pour dire ils font parfois plus d'audience que la télévision. On s'intéresse souvent à leur parcours, à leur succès. Ça fait rêver, effectivement. Mais on s'intéresse rarement aux gens qui sont majoritaires sur cette plateforme, c'est-à-dire les petits. Alors ça, c'est clairement pas glamour, ça intéresse pas grand monde, les faibles vues, le fait de pas gagner sa vie avec ça, de faire des vidéos peut-être de moins bonne qualité, tout cela, c'est un petit peu la psychologie humaine, on s'intéresse qu'à ceux qui sont populaires. Et écoutez, moi j'ai envie de faire le contraire aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser à cette phase qui est censée être une phase de développement. Lorsqu'on se lance sur la plateforme, on progresse petit à petit, on se crée un public et après ça devient exponentiel. Mais pour certains, cette phase dure de longues années. Et parfois ils n'en sortent jamais, ils restent des petits et ils finissent même par arrêter YouTube. Alors c'est pas toujours joyeux ce parcours. Et c'est pour cela aussi qu'on s'y intéresse pas toujours. Mais moi je vois notre discussion d'aujourd'hui comme des amis qui se retrouvent à la maison en cette période d'hiver autour du feu et qui vont discuter ensemble chaleureusement de ce sujet et qui vont partager leurs anecdotes. Voilà, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors, salut tout le monde, bienvenue à vous. Dans cette chaîne The Tokyo Dream, c'est pas que question du Japon. Aujourd'hui, par exemple, je parle de YouTube. Il se peut que dans 15 jours, je parle d'un sujet d'actu. 15 jours après, je vous lis un livre audio, etc., etc. Le tout est centré sur le 100% audio, donc vous pouvez profiter de ce contenu où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Je tiens à faire une dédicace aux membres Tipeee et notamment Bats. Je vous remercie et d'ailleurs ils ont l'avantage de profiter du sujet d'aujourd'hui plusieurs jours avant YouTube. Donc voilà, je tenais à vous faire une petite dédicace et à en parler. Aussi, je voulais vous préciser une chose. Certains connaissent mon prénom, que je ne vais plus utiliser en vidéo. Dorénavant, je vais utiliser un nom de plume. Celui-ci est le suivant, c'est Umino Reiji. C'est un nom japonais et pour vous expliquer un petit peu la signification, en fait, c'est une référence à mes parents pour les remercier. Parce que si je me suis lancé dans ce parcours et si je me suis lancé dans des projets dans la vie, c'est en grande partie grâce à eux. Ils m'ont toujours poussé, ils m'ont poussé à être ambitieux et du coup, c'est une dédicace aussi très spéciale pour eux. Donc Umino, c'est en référence à ma mère et Reiji en référence à mon père. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est par rapport à leur nom. Voilà. Donc écoutez, merci à vous de me suivre, vraiment ça me fait très plaisir. J'ai eu vos premiers retours après le lancement de ce concept 100% audio. Et écoutez, non pas Okuto no Ken, non pas ça, écoutez, revenons à YouTube, parce que cette plateforme, elle est très intéressante, il y a plein de choses à dire. Il y a un paradoxe tout de même sur ce site, qui existe déjà depuis de nombreuses années. On nous offre une opportunité qui est extraordinaire. Ça c'est clair, c'est une réalité. Mais pour profiter de ce partage avec le grand public, c'est pas toujours possible tout de suite. Parfois on va se lancer, et même très souvent on va se lancer là-dessus. On va commencer de zéro et on va engranger de tout petits chiffres. On va faire de toutes petites audiences. Et c'est avec le temps qu'on va se créer un public. Et ça, c'est dur au début. Parce que voilà, on arrive sur la plateforme, on a plein de motivation et on commence avec des chiffres qui sont proches du zéro. Voilà. Et ça parlera sûrement ce que je vais vous dire maintenant, mais c'est drôle parce qu'au début, en fait, on va faire nos vidéos et en échange, on va voir juste des chiffres. On va voir notre micro. Donc on a l'impression d'être un fou qui parle tout seul à un micro, mais en plus sur le site on va voir des chiffres, on va voir 2 likes, 30 vues, c'est tout. Aucun commentaire en général. Et c'est très dur parce que c'est pas un vrai partage, c'est encore très virtuel. Limite le commentaire c'est de l'écrit. On peut
comprendre quelque chose d'un être humain, on peut avoir son ressenti, c'est déjà profond. Mais un like, une vue, ça veut rien dire. Ce sont des chiffres, c'est purement virtuel. Et c'est la réalité à laquelle on est exposé au début. Alors, la chaîne, elle évolue très très lentement, mais la passion est très forte. C'est ça aussi un autre paradoxe qui est présent lorsqu'on débute, et ça j'y repense avec nostalgie, c'était il y a presque 10 ans maintenant, je commençais de zéro et j'étais très motivé parce que il faut dire que le partage avec les gens, c'est quelque chose qui n'est pas possible au quotidien, c'est pas toujours possible. On va peut-être pouvoir discuter avec des gens dans la rue, ça va être quelques instants, etc. Mais c'est pas toujours très profond. Et rares sont les gens qui acceptent d'écouter autrui s'exprimer. En général, on est plus à même à parler soi-même qu'à écouter quelqu'un parler. Ça, vous le remarquerez dans le quotidien, les gens qui acceptent de vous laisser la parole, c'est compliqué, hein. En général, ils préfèrent prendre tout le monopole de la discussion et vous laisser à peine en placer une. Et d'ailleurs, c'est assez énervant, ce genre de personnes. Mais c'est une réalité. Et du coup, c'est pour ça, je pense que YouTube est si populaire. Parce que des gens comme moi, des anciens timides, des mecs qu'on remarquerait même pas dans la rue, eh ben, on a l'opportunité de s'exprimer, de toucher des gens et partager notre personnalité, nos qualités, un savoir-faire peut-être, avec tout un tas de personnes, des milliers de personnes, voire parfois des millions. Donc ça fait rêver tout ça. Mais aussi formidable cette opportunité soit-elle, le rêve est surtout difficile au début. Parce que on commence avec pas grand-chose, on ne connaît pas grand-chose à la plateforme, mais il faut tout apprendre. Et on démarre aussi avec une sorte de difficulté, c'est un mal à l'aise personnel de s'exprimer face à un micro. Alors ça, j'y reviens parce que je trouve ça drôle. C'est ma première anecdote. Pour vous dire, la première fois que je me suis enregistré, c'était même pas un micro conventionnel, hein. Actuellement, j'utilise un micro Shure SM7B, un micro de radio. Je vous laisse deviner ce que j'utilisais à l'époque, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Je vous laisse quelques secondes, mais je vous donne un indice. C'est un micro qui était offert dans un jeu vidéo. Déjà là, il y a de quoi être surpris. Eh ben, c'était en fait un micro qui était offert avec le jeu vidéo SOCOM. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, dans ce jeu vidéo, on donnait des ordres à des personnages virtuels, à notre petite armée là, et à notre commando si on veut, et ils nous obéissaient. Bon, ça fonctionnait très mal, hein, bien sûr, le guidage à la voix, mais j'avais ce micro qui traînait, et j'ai décidé de m'enregistrer avec, parce que je suivais beaucoup de youtubeurs à cette époque, ça me plaisait, et j'avais envie de faire pareil, surtout après la déception que j'ai pu vivre avec le dessin, et ça pour en savoir plus, je vous invite à voir la vidéo que j'ai publiée il y a un mois, celle où je présente le projet The Tokyo Dream. En fait, j'étais un petit peu à la recherche de quelque chose, en fait. Oui, c'est totalement ça. Je cherchais quelque chose dans ma vie, une opportunité pour mettre en avant ma créativité. Et je voyais tous ces gens sur YouTube qui partageaient, qui montraient leur gameplay de jeux vidéo et tout ça, et j'ai voulu faire pareil. C'est Diablo X9, c'est Monsieur le V12 et tout ça. Et je me suis lancé, et j'étais là dans ma petite chambre, une chambre de l'appartement, je me suis enfermé à l'intérieur, et j'ai pris mon PC portable et j'ai commencé à enregistrer d'une voix pas très assurée, d'une voix assez basse. Et qu'est-ce que je faisais ? Je commentais un gameplay de jeu vidéo, et c'était un gameplay de Uncharted 3 pour ceux qui connaissent. Voilà, je commentais ça, je sais pas pourquoi, mais je l'avais fait. Et en gros, moi, je me suis pas lancé tout de suite dans la mêlée. J'ai d'abord pris le temps d'analyser ma voix et ma façon d'exprimer les choses. Parce que j'étais quelqu'un de pas très assuré, ancien timide oblige, et du coup, j'étais pas très à l'aise avec le fait de partager ma voix sur Internet. Donc, je me suis amusé à faire ça à plusieurs reprises et à analyser les résultats. Et malgré que j'étais pas très assuré, que j'étais pas du tout à l'aise, ça se sentait,
J'avais des choses à dire, je voulais partager avec les gens. Je le ressentais, donc je me suis dit, ça c'est un bon point. Au moins, dès que tu lances l'enregistrement, t'es pas là à dire alors aujourd'hui, je vais vous parler de je sais pas quoi vous dire. Non, t'as des choses à dire du début à la fin. Et c'est ça qui était positif, j'ai gardé ça. Je me suis lancé, et pour vous dire, la plateforme, elle était totalement différente à l'époque. C'était en 2010, en décembre 2010 que je me suis lancé. Il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs. C'était un petit peu plus chaleureux, YouTube, si je peux dire ça comme ça. Après, peut-être que c'est la nostalgie qui parle. Mais il n'y avait pas toutes ces histoires d'argent, de partenariat, de financement participatif, de sponsors, l'argent n'existait pas sur YouTube. Si un YouTuber commençait à proposer une vidéo et à dire bah écoutez, je vous propose de me faire des dons, je vous dis, ça aurait été très bizarre, ça aurait même fait une polémique, je pense, hein. Vraiment. En sachant qu'il y a eu des polémiques avec des youtubeurs qui ont fait des cagnottes pour avoir un PC quelques années plus tard, je vous laisse imaginer en 2010 des gens qui demandent de l'argent. Enfin bref, il n'y a pas que ça qui était différent, même la plateforme était moins évoluée. Alors on n'avait pas les miniatures à l'époque, donc on avait une prévisualisation de la vidéo. En général, on avait 3 choix et c'était pas toujours les meilleurs, donc c'était assez moche. Et on avait aussi un background sur la chaîne. Donc un background, pour ceux qui savent pas ce que c'est, qui connaissaient pas YouTube à l'époque, en gros c'était une image, comment vous dire ça, vous prenez une feuille A4, vous la mettez dans le sens de la hauteur, c'était ça. En gros vous avez un background, une sorte d'image, ça pouvait être ce que vous vouliez, pour un petit peu décorer votre chaîne. Et cette image-là, en fait, ça faisait très cheap à l'époque. On était beaucoup à mettre notre pseudo en grand tout en haut, avec une écriture, un petit peu de design, tout ça. Donc c'était des graphistes qui le faisaient à l'époque. C'était, je pense que si on revoit ça maintenant, ça devait être tout pourri, ces présentations. Et je crois même qu'il y a un outil pour le faire sur Google, hein. Si vous cherchez un petit peu, il y a moyen de faire ça. Donc l'important, c'est qu'il n'y avait pas toutes ces problématiques d'argent et tout ça, donc on était plus focalisé sur le travail, sur la passion. Je dis pas que c'est différent maintenant, mais maintenant, on voit davantage ça comme un travail en général. Et oui, et ça peut peut-être choquer certains de dire que YouTube soit un travail, mais oui, ça demande beaucoup d'efforts, vous rigolez tout de même. À l'époque, YouTube, ça se limitait peut-être à de la passion, genre moi en tout cas à l'époque, j'enregistrais mes gameplays de jeux vidéo, ça me prenait quelques minutes, c'était simple à faire. Mais faire une vraie vidéo où tu vas trouver un sujet, une problématique, écrire un texte, le lire, le mettre en présentation en vidéo, c'est du travail tout ça, c'est un travail que réalisent des professionnels à la télévision. C'est pour vous dire où on en est 10 ans plus tard, les choses ont bien changé et on voit ça avec un œil un peu plus professionnel maintenant. YouTube a pris beaucoup d'ampleur et le phénomène continue, donc c'est complètement fou, ça remplace la télévision, ça a remplacé la télévision. Bon, Netflix est en train de remplacer YouTube d'une autre façon, hein, mais en termes de temps de visionnage, je veux dire. Mais voilà, pour vous dire, quelle que soit l'époque, le plus dur en tant que petit YouTuber, c'est de publier tes vidéos, tes contenus, mais de ne pas avoir de retour. Alors ça, c'est terrible, parce que tu sais pas si les gens aiment ou pas, et il n'y a pas de partage, c'est du virtuel à 100%, avec des chiffres, des trucs qui veulent pas dire grand-chose, alors ça fait plaisir, tu te dis, waouh, il y a 50 personnes qui ont regardé ma vidéo, bon, ça fait plaisir quand même, j'ai fait 50 vues, c'est bien, mais bon, la vidéo d'après, t'en as 30, et après 40, après ça varie, dans des tout petits chiffres, qui n'entraînent pas forcément du partage, c'est ça qui est difficile. Donc moi je vous avoue, je sais pas pour vous, hein, moi dès que je me suis lancé sur YouTube, c'est pas pour faire le comptable, hein, c'est pas pour additionner des chiffres, regardez 14 plus 30 vues plus 50, ça fait ça, et ben, voilà, je fais une moyenne à la fin du mois. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les commentaires des gens, partager avec eux, échanger sur un sujet donné, quelque chose qui va nous passionner en commun. Voilà, ça c'est intéressant. Peut-être apporter quelque chose au public de diverses façons. C'est le partage.
Et c'est pour cela que j'attire votre attention sur une chose. Il faut toujours faire attention aux commentaires, à la zone commentaire des petites et moyennes chaînes. Des fois, on a l'impression que ça va nous arracher la main de taper un commentaire, vraiment. Hein, l'image est escalée, c'est-à-dire que vraiment, on a la flemme d'écrire, mais je vous assure que c'est un carburant énorme pour le petit youtubeur. De lire quelqu'un, un retour, et surtout, si un commentaire gentil, positif, avec quelques conseils peut-être, mais du positif, de dire voilà, j'ai bien aimé ça, etc., c'est un carburant énorme. Et à mon époque, lorsque je me suis lancé, j'ai eu cette opportunité-là. Il y a eu des gens qui étaient plutôt gentils, qui tombaient sur mes vidéos, peut-être qui sont tombés sur ma personnalité, ils se sont dit c'est pas un méchant gars, il a une voix voilà voilà, ma voix à l'escalier, hein, c'est-à-dire que j'ai une voix plutôt posée. Ils se sont dit bon, il n'a pas l'air méchant, etc. Alors on m'a dit bon, t'es un peu mou. Ça, on me l'a dit au début. On m'a dit, t'es un peu mou, j'étais pas très assuré et tout. Je rigolais pas. Je rigolais jamais dans mes vidéos. Et pour vous dire, même maintenant, je rigole pas toujours. Mais à l'époque, je rigolais jamais. J'étais super sérieux. Et du coup, on me disait, voilà, t'es un peu mou et un peu renfermé encore. Mais on me l'a dit de façon gentille. On m'a dit, c'est vraiment pas mal. On a bien apprécié les points que t'as développés. Parce que dès les débuts, j'étais très pragmatique. J'étais tout de suite dans mon truc, voilà, j'expose un sujet, j'aborde tel et tel point, je sais ce que je vais faire. Dès le début, j'étais comme ça. Donc ça, c'est une qualité qui m'a aidé. Et j'imagine qu'il y a des gens qui ne bénéficient pas de cette opportunité. Ils proposent des vidéos et des fois, ils n'ont aucun retour. Et le pire, c'est dès que tu as des vagues de dislikes. Alors là, on est tous passés par là. Les vagues de dislikes. Tu fais ta vidéo et écoute, voilà, t'as pas le matos nécessaire, tu publies ça, et les gens, ils se disent, mais c'est quoi ça, c'est quoi, c'est pas sérieux, c'est quoi ce micro, c'est quoi cette qualité avec les barres sur le côté. Alors ça, peut-être que certains ne connaissent pas. Je me permets d'expliquer parce que quand même c'est drôle, hein, ça fait partie de l'époque 2010, peut-être que certains actuellement continuent à publier comme ça, avec les téléphones portables notamment. Les barres sur le côté, en fait, tu vois au cinéma, dès que tu vas voir un film, tu vas voir les barres horizontales, en haut et en bas. Voilà, ça c'est le cinéma, ça fait classe, ça rajoute un effet dramatique, ça fait un peu old school. Eh ben, on a le même phénomène sur YouTube, mais c'est les barres de gauche à droite. Voilà, les barres bien dégueulasses, là, qui te prennent bien 30% de l'écran, chacune de leur côté, et c'est tout pourri. Parce que c'était le format 4/3 de l'époque. Donc là, on a eu les télé HD depuis et tout ça, on est passé au 16/9, et tout le monde n'a pas suivi. Et moi, à l'époque, pour vous dire, j'enregistrais mes gameplays de jeux vidéo avec une clé qui enregistrait le gameplay en 4/3. Et après, il fallait faire tout un montage pour transformer ça en 16/9. Donc c'était pas évident, vraiment. Et je vous dis pas, les dislikes, parfois, ils étaient là. Et je peux comprendre. Parce que voilà, on débute de zéro, on progresse, et c'est ça, c'est un apprentissage aussi. C'est une passion, certes, mais avant tout, c'est un apprentissage. On apprend à utiliser des logiciels, et ça, dédicace à tous ces ingénieurs, ces créateurs de logiciels qui, des fois, tu as l'impression qu'ils te tendent des pièges. Ils font des trucs plus compliqués que nécessaire, des appellations extravagantes, vraiment des trucs, des noms bizarres, des menus, des sous-menus cachés. Vraiment, c'est compliqué au début, dès que tu connais pas les logiciels d'enregistrement, les logiciels de montage, dès que t'as pas le réflexe, tant que c'est pas une habitude, c'est plus un apprentissage qu'autre chose, et du coup, voilà, c'est de la difficulté au quotidien. Je me rappelle d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, mon premier enregistrement, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton REC. Classique ça sur Audacity, t'appuies pas sur ce gros bouton rouge qui est juste là, qui est flagrant, qui demande juste que t'appuies dessus, que tu lances l'enregistrement. Mais non, moi j'appuie pas, je mets le gameplay, je parle pendant 10-15 minutes dans le vent, et au final je remarque que j'ai fait ça pour rien. D'ailleurs, à l'époque, les vidéos étaient limitées à 10 minutes ou 15 minutes. Et maintenant, j'aurais dû couper la vidéo, là d'ailleurs. Vous imaginez, c'était bien différent. Alors, au-delà des vagues de dislikes, qui sont pas toujours agréables, il y a aussi les haters. Alors lui, il sera
toujours au rendez-vous. Le hater, tu sais pas comment il est arrivé là, mais lui, dès que tu as publié ta vidéo, sois sûr que dans la journée, il l'a vu, il a disliké. Au moins, il aura mis le dislike. Il aura mis son dislike de la vidéo. Et ça aussi, c'est un petit peu lourd à vivre, parce que surtout dès que tu as peu de chiffres. Alors déjà que tu fais le comptable, t'as pas de commentaires, tu regardes juste des chiffres, mais en plus, si t'as un mec ou deux qui sont là à disliker à chaque vidéo, c'est dur de se faire remarquer et d'impressionner face à des gros. Ça aussi, c'est une autre problématique. C'est que, on le veuille ou pas, on va être en concurrence avec des grands youtubeurs, on va être comparé à eux. Et déjà que c'était difficile en 2010, parce que je me lançais, je faisais des vidéos en 4 tiers, et on m'a fait la remarque, on m'a dit fais du 16/9 s'il te plaît. C'était en 2010. Hein. Imaginez maintenant des mecs qui se lancent avec rien et qui sont comparés avec Joueur du Grenier, Cyprien, etc. Mais comment tu veux rivaliser? Mais attends, prenons le cas de Joueur du Grenier. Le mec, c'est du cinéma ce qu'il fait. Il y a de l'écriture, il y a des déguisements, des tournages, mais c'est complètement fou. Des moyens dignes de la télévision. Et toi, tu débarques avec ton petit micro, ta petite caméra, ton petit téléphone, encore mieux. Comment tu veux rivaliser avec ça? Et c'est ça qui est difficile, c'est de se démarquer malgré le fait d'avoir un désavantage au niveau des moyens, c'est-à-dire du matériel, du hardware et de l'argent, des moyens financiers. On doit rivaliser, on doit lutter même avec ce désavantage et c'est quelque chose que nous vivons tous au début parce qu'on n'a pas forcément les moyens pour acheter un micro de radio, une caméra 4K et j'en passe. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut ajouter dans cette problématique, c'est YouTube. Ce gentil robot, cet algorithme qui, il y a quelques années, était plutôt indulgent avec nous. Voilà, il nous aidait un petit peu par-ci par-là, mais maintenant qu'on est très très nombreux, les choses sont plus compliquées. Quelle vidéo il doit mettre en avant dans les recherches, dans les suggestions, etc. Et bien sûr, en tant que petit, on passe très souvent à la trappe. Pourtant, parfois, on va aborder un sujet dont peu de gens vont traiter, et pourtant, on ne sera pas dans les recherches. Moi, au début, je me rappelle, je m'amusais à regarder dans la liste de recherche pour voir où sort ma vidéo. Et des fois, il fallait aller très loin. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est une réalité dont on n'a pas conscience au début. Lorsqu'on se lance, on voit tout en rose, on se dit « Ah, c'est le pays des bisounours, c'est magnifique, c'est ma passion, je vais pouvoir échanger avec plein de gens, je vais me faire connaître, etc. On va être heureux ensemble. » Au final, tu débarques, tout le monde s'en fout de ce que tu fais. Et le pire, c'est que tu vas voir des gens proposer de la qualité parfois pas terrible, genre les mecs qui faisaient des pranks il y a 2 ans, en 2017, pour ceux qui se souviennent, ça franchement, c'était pas exceptionnel, hein. C'était vraiment même de mauvais goût, et pourtant ces mecs, ils prenaient toute l'audience sur la plateforme, et tu te dis, mais attends, moi j'ai passé 10 heures sur l'écriture, 10 heures sur le montage, 10 heures à faire ceci, je publie la vidéo, au final, 100 vues. Voilà. 2 likes, un commentaire, merci beaucoup, arigato gozaimasu. C'est vraiment... Il y a de quoi être dégoûté, vraiment. Il y a des phases, on passe tous par là, des phases de dégoût où tu analyses la plateforme. Pour vous dire, moi tellement j'ai arrêté de le faire. Je regarde plus la catégorie tendance, je regarde plus tellement les autres. Moi, je regarde des youtubeurs que j'aime. Et du coup, ça, j'en trouve plein. YouTube, il me suggère plein de youtubeurs. Donc, je suis plus maintenant dans une phase positive. Je m'enrichis avec les youtubeurs sur lesquels je vais tomber, j'apprends d'eux, je vois même des youtubeurs japonais maintenant, c'est pour vous dire, des youtubeurs américains qui vivent au Japon, des youtubeurs US. Aujourd'hui, je regardais les vidéos d'un conducteur de Uber aux USA, et il filme ses courses, donc on découvre toujours de nouveaux clients, etc. J'ai trouvé ça original, c'est pour vous dire, voilà, je suis plus dans cette approche-là maintenant que l'approche d'avant, un petit peu... se dire mais pourquoi lui réussit et pas moi, mais c'est n'importe quoi, il n'est pas doué en plus. Voilà, ça c'est une spirale dans laquelle tu t'enfonces et tu progresses pas, quoi. Je pense qu'il faut d'abord se focaliser sur soi-même, et c'est l'un des problèmes au début sur YouTube, c'est qu'on a tendance à pas le faire. On se voit tout beau, tout fort, on se dit voilà, j'ai réussi à progresser, j'ai beaucoup travaillé, etc. C'est bon, c'est parfait. Mais en fait non.
On a encore plein de chemin à faire. Et moi-même, actuellement, je m'enregistre, je sais que j'ai plein de progrès à faire, ne serait-ce que sur la voix. J'ai tendance à parler trop vite. Je parle trop vite, je bégaye. Je bégaye, c'est moins agréable. Vous voyez, toutes ces postures-là, même dernièrement, j'ai appris que en tant que orateur, si on veut, il faut avoir une posture droite au niveau du buste pour que à l'intérieur, au niveau de la respiration, le phénomène soit ample et ça se ressent directement sur l'enregistrement. On aura plus de prestance dans la voix, on pourra parler plus longtemps, etc. Voilà, vous m'avez compris. Ce sont des choses, vous voyez, on peut progresser même 10 ans plus tard. Mais pourtant, au début, parfois, en tout cas, moi, c'était mon cas, je me voyais tout beau. Et j'ai une anecdote à ce sujet, vous allez rigoler. Je suivais quelques youtubeurs. Il y avait un mec au Québec, il s'appelait, je sais plus comment il s'appelait, il faisait que d'insulter dans ces vidéos-là. Alors je le suivais un petit peu parmi tant d'autres, hein, des youtubeurs qui faisaient du Call of Duty et tout ça en 2010. Et je m'imaginais que j'allais faire des vidéos avec tout le monde. Dès que je me suis lancé, dans ma tête, c'était signé, ça y est, le contrat il était fait, je me suis dit, je vais faire une vidéo avec chacun d'entre eux. Voilà, je sais pas pourquoi. Et il y avait deux youtubeurs, deux frères qui étaient sur la même chaîne. Et pour vous dire, c'était en 2010, les mecs, ils étaient déjà en avance. Hein. Je trouve qu'ils étaient doués, avec du recul, vraiment, je trouve qu'il y avait quelque chose parce que ils étaient déjà deux frères à faire des vidéos ensemble. Ils jouaient à des jeux vidéo, ils commentaient ça, bien sûr, et ils invitaient des fois leurs abonnés. C'était un de leurs concepts. Ils invitaient leurs abonnés, jouer en ligne, et on entendait leurs abonnés s'exprimer. Et ça, je vous avoue que c'était pas courant à l'époque. Et c'était une sorte de concept, voilà. Et moi, je me voyais faire une vidéo avec ces deux mecs-là. Je sais pas pourquoi, mais je me voyais faire une vidéo, donc je leur ai proposé, et ils ont refusé, je crois parce que je faisais du 4/3, et oui, encore ce fameux 4/3 et les fameuses barres. Et oui, comment tu veux faire une vidéo avec un mec comme ça, qui a des barres dégueulasses sur ses vidéos? Enfin bref, ils n'étaient pas d'accord, je crois que c'était pour ça, hein, je suis pas sûr. Et moi, je l'avais un peu mal pris. Et oui, vous voyez? Mais bon, j'étais un genou à l'époque, hein, j'avais 20 ans, j'étais pas le même personnage, hein, j'ai pris de la maturité depuis, mais oui, à l'époque, je l'avais mal pris. On se voit trop beau, trop fort. Et c'est pas la réalité. C'est pas la réalité, surtout lorsqu'on est débutant. Et il m'a fallu 2 ans pour comprendre que passion et professionnalisme, c'est pas du tout la même chose. Et ça, c'est un détail très important. J'ai compris ça le jour où je suis devenu partenaire. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a duré quand même quelques mois. Et pendant ce partenariat, c'est-à-dire tu publies tes vidéos et tu peux les monétiser si tu veux, donc tu gagnes de l'argent, ça a changé la donne, parce que j'étais plus là à vouloir juste partager ce qui me plaît, et ça c'était le cas pendant 2 ans, je partageais surtout des vidéos qui me plaisaient, c'est-à-dire je jouais à des jeux qui me plaisaient, je proposais des concepts qui me plaisaient avant de regarder ce qui marche. Et ça, c'est différent. Lorsque j'ai commencé à analyser YouTube, à me dire quel sujet intéresserait les gens, et à poster des sujets dans ce genre-là, là, tout de suite, ma chaîne elle a commencé à faire un bond. C'est-à-dire que j'étais peut-être à 5 000, 6 000 abonnés, et en un an, je suis passé à 20 000. Vous voyez, donc ça a été la période la plus fructueuse. Donc j'ai commencé à faire des miniatures, j'ai appris à le faire. Des fois, je prenais 1 heure, 2 heures pour faire mes miniatures, une belle miniature qui attirerait les gens. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui font que tu passes dans une approche plus professionnelle. Avant, lorsque tu commences, tu es plus là pour prendre du plaisir, pour te faire kiffer, pour partager avec les gens et apporter quelque chose. Mais lorsque tu as l'approche professionnelle qui se rajoute, eh ben là, ça va attirer encore plus de monde. Et ça, il faut réussir à le comprendre et être capable de le faire, parce que avec les années, j'ai remarqué que certains, malheureusement, ne sont pas capables de le faire, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir, par exemple, de la créativité ou de l'abnégation ou d'avoir, je sais pas moi, ces qualités-là indispensables à un youtubeur, parce que le succès, c'est pas un claquement de doigts, vous voyez, c'est quelque chose qui met du temps à arriver, ça se travaille sur de longues années. C'est comme un entrepreneur qui monte sa boîte de zéro et qui souhaite voilà, se développer, vous voyez. C'est la même chose sur YouTube. Certains, ça leur plaît pas trop qu'on fasse ces comparaisons avec le travail, qu'on parle d'argent, c'est un truc typiquement français, je sais pas pourquoi, mais on a du mal parfois avec ces sujets-là. Mais moi, je tiens à vous le dire, et je signe,
mais c'est une réalité. Alors j'aimerais vous parler d'une chose aussi, parce que vous aussi vous avez peut-être été confronté à ça, c'est d'annoncer à vos proches que vous faites YouTube. Et ça, bien évidemment, à un moment on passe tous par là parce que ça prend du temps. Si on vit pas tout seul, on a des proches qui sont là aussi, qui nous entendent enregistrer. Des fois, on va pas être à l'aise parce qu'il y a des gens qui vont rentrer pendant qu'on enregistre et tout ça. Ah, ça vous avez sûrement connu, hein, ces périodes-là. Et moi-même, c'était très compliqué à vivre parce que tu enregistres, il y a un gros bruit qui vient interrompre l'enregistrement, tu dois tout arrêter, tout recommencer, c'est l'horreur. Et figurez-vous que j'ai mis 1 an à annoncer ça à mes proches, à mes amis notamment, ils l'ont plutôt bien pris, hein, voilà, avec curiosité on va dire. Par contre, annoncer ça, moi j'étudiais à l'époque, hein, j'étais à l'université, annoncer ça à l'université, clairement pas. Et surtout, si vous êtes au collège ou au lycée, franchement c'est pas le truc à faire, parce que les gens, ils vont pas voir le partage, eux ils vont voir une faiblesse, c'est-à-dire que vous vous livrez en vidéo, voilà, vous partagez votre personnalité, des détails parfois assez personnels, etc. Et eux, ils vont voir ça comme une faiblesse qu'ils vont vouloir exploiter pour vous écraser. Je dis pas que tout le monde va faire ça, mais malheureusement, il y a des gens qui le font, et c'est assez terrible. Enfin bref, mais moi j'avais une anecdote à vous dire, c'est que parfois aussi on a peur de partager avec nos proches nos vidéos parce que on a peur d'être pas pris au sérieux, si la qualité n'est pas au rendez-vous, etc. Et moi, figurez-vous que ça fait bientôt 10 ans que je fais ça, et en 10 ans, j'ai pas parlé à mon père de mes vidéos. Et j'espère lui en parler prochainement, et ça a duré tellement longtemps que maintenant je redoute ce moment. On dirait que je vais lui annoncer un truc de fou. Mais parce que mon père, il est un peu à l'ancienne. Vous voyez, il est pas trop sur les nouvelles technologies. Il est plutôt, lui, il est né à la campagne et tout ça, donc il a une approche différente des choses. Lui, les jeux vidéo, les animés, les séries, c'est une perte de temps, tout ça, vous voyez. Toutes ces choses-là, l'informatique, voilà, il connaît de très très loin. Donc, lui parler de cette passion, il ne sera pas forcément familier avec ça, malgré qu'il visite de temps en temps YouTube. Je sais pas trop comment il va le prendre. Je pense qu'il sera fier tout de même. Parce que voilà, je pense pas que ce soit une perte de temps ce que je fais tout de même. Et ça, j'ai pu m'en rendre compte avec vos commentaires et vos messages, et je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait beaucoup de bien il y a quelques jours. On en a parlé ensemble sur Facebook et Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus. Les liens sont dans la description. Et voilà, je sais pas comment il va réagir, mais j'attends un petit peu en fait cette phase où ma chaîne va commencer à se développer et à progresser, parce que là c'est un petit peu lent, ça bouge pas beaucoup, c'est une période un peu creuse où je me trouve actuellement, parce que j'ai fait des mauvais choix dans le passé, je le répète souvent, j'ai créé plusieurs chaînes, j'ai abandonné un concept qui marchait bien, et là je repars pas à zéro, mais je repars de très loin. Donc voilà, j'attends un petit peu que ça se concrétise avant d'en parler, mais j'espère lui annoncer prochainement. En tout cas, si j'ai une morale à garder par rapport à tout ça, pour clôturer cette vidéo, cet enregistrement, c'est que en 10 ans, j'ai pu comprendre que YouTube est une sorte de marché. C'est un marché impitoyable dans lequel tout le monde n'a pas sa place. Et ça, il faut l'accepter, malheureusement. Je sais que c'est cruel, mais je pense que c'est important que chacun trouve son objectif lorsqu'on se lance sur YouTube. Partager quelque chose, quoi, qu'est-ce qu'on veut apporter aux autres, et savoir exactement ce qu'on veut faire en analysant la plateforme. Ça, c'est une phase importante, je trouve, de prendre le temps, non pas le temps, pas lui, mais le temps d'analyser ce milieu et un petit peu d'essayer de voir ce qui marche, ce qui marche pas. Et vous voyez, là, j'essaye d'accélérer pour terminer la vidéo et je commence à bégayer. Vous voyez, c'est un truc tout bête, mais moi-même, j'ai encore des progrès à faire. Ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il faut prendre du temps pour analyser la plateforme, analyser vos qualités, vos défauts. Il faut prendre du temps pour tout ça, savoir comment fonctionne YouTube, quelles sont vos qualités, vos défauts, et vous fixer un plan, un objectif pour votre progression. Je pense que c'est important. Des fois, il y a des gens qui se lancent sans avoir les idées claires, ils se contentent de faire tout et n'importe quoi et de suivre les autres.
Ok, on s'amuse, c'est agréable, mais je pense pas que c'est comme ça qu'on réussira à partager. Malheureusement, on n'est plus dans une plateforme ouverte à tous, dans le sens venez partager avec plein de gens. Non, si vous n'avez pas les outils nécessaires, les qualités requises et un plan en tête, eh ben, il se peut que vous n'allez pas partager avec grand monde. Voilà, c'est la grosse réalité de cette plateforme. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi dans cet audio. D'autres contenus vont arriver très vite. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez les liens qui s'affichent à l'écran. Et si vous souhaitez aider The Tokyo Dream, vous avez la possibilité de participer sur Tipeee. Merci, portez-vous bien et à très vite.